Voyons aujourd'hui comment se réalise la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme. Tout d'abord, nous allons mentionner un certain nombre d'éléments qui interviennent dans ce système de régulation, en commençant par les organes qualifiés d'effecteurs, les gonades ou encore les organes reproducteurs. Alors, chez l'homme, je vous rappelle que les gonades sont les testicules dans lesquels vous trouvez, quand vous réalisez une observation à la loupe binoculaire, un certain nombre de tubules qui sont enchevêtrés les uns avec les autres. Et si nous agrandissons cette observation au microscope avec un grossissement de 400, on s'aperçoit que ces tubules sont constitués d'une paroi assez épaisse dans laquelle se réalise la spermatogénèse jusqu'à aboutir à la formation de spermatozoïdes qui seront libérés dans ce qu'on appelle la lumière du tube séminifère. Ces tubes séminifères possèdent non seulement des cellules qui vont donner les cellules reproductrices humaines, mais ils sont entourés par des cellules dans les espaces situés entre deux tubes séminifères, ce qu'on appelle des interstices, d'où le nom de ces cellules, des cellules interstitielles. Ces cellules interstitielles, on les qualifie aussi de cellules de Leydig, et ce sont elles qui sont responsables de la fabrication et de la libération dans le sang de l'hormone sexuelle mâle, la testostérone. En schéma plus simplifié, vous retrouvez ces mêmes éléments ainsi détaillés, les cellules de la lignée germinale qui permettent d'aboutir à la fabrication des spermatozoïdes par le phénomène de méiose, et dans les espaces entre les tubes séminifères, des cellules interstitielles, cellules de Leydig, à proximité de vaisseaux sanguins, de manière à ce que l'hormone, la testostérone, y soit déversée. Concernant ce qui se passe chez la femme, nous rappelons que les organes reproducteurs sont les ovaires dans lesquels vous allez trouver un certain nombre de structures circulaires au niveau du cortex de l'ovaire, c'est-à-dire la partie périphérique. Ces structures sont qualifiées de follicules. Ces follicules renferment un ovocyte qui est protégé par un certain nombre de couches de cellules folliculaires. Les petits follicules sont qualifiés de follicules primordiaux ou primaires. Quand ils se développent, ils vont se doter de couches supplémentaires de cellules en périphérie. Ils prennent le nom de follicules secondaires. Si la croissance se poursuit, la cavité de ce follicule rempli de liquide folliculaire devient plus conséquente. On parle de follicule cavitaire ou tertiaire. Et enfin, quand le follicule est arrivé à maturité, on le qualifie de follicule mûr ou follicule de De Graaf. C'est à ce moment-là que l'ovulation survient. Après l'ovulation qui a lieu dans le cycle de la femme aux alentours du jour 14, vous aurez en reste de ce follicule au sein de l'ovaire ce qu'on appelle un corps jaune qui est responsable de la fabrication notamment de la progestérone. Ce corps jaune, en fin de cycle, va dégénérer. Si l'on met maintenant le suivi sanguin des concentrations en hormones sexuelles féminines au cours du cycle féminin, avec les observations microscopiques des follicules dans l'ovaire, on s'aperçoit que durant la phase folliculaire, c'est-à-dire la première partie du cycle, du jour 1 au jour 14, durant cette phase, les follicules sont en cours de croissance. Les cellules folliculaires de la granulosa, donc c'est-à-dire cette couche de cellules granuleuses et de la thèque interne, se développent, se multiplient, conduisant à la production d'un liquide folliculaire, mais aussi à la sécrétion dans le milieu intérieur de cette molécule hormonale qui est l'œstradiol. La progestérone reste à un niveau bas. L'œstradiol est sécrété de manière très importante juste avant l'ovulation, et ce sont les cellules de la granulosa qui en sont les responsables. Après l'ovulation, on s'aperçoit que les sécrétions de progestérone sont beaucoup plus conséquentes. Ceci est à mettre en parallèle avec la formation du corps jaune qui
configure les cellules de la granulosa et de la thèque interne. Cette nouvelle configuration des cellules aboutit à la production conséquente de progestérone, mais aussi de stradiol, et c'est la chute de ce taux de progestérone quand le corps jaune va se transformer en corps blanc qui va être responsable de l'apparition des règles suivantes et donc d'un nouveau cycle féminin. Pour récapituler, concernant ovaires et testicules et les phénomènes qui vont intervenir dans la régulation de la fonction de reproduction chez l'homme, on peut dire que ces gonades peuvent être qualifiées d'organes effecteurs. Ce sont en effet eux qui vont aboutir à la production, à la libération dans le sang des hormones sexuelles masculines, la testostérone. En effet, les cellules interstitielles ou cellules de Leydig vont sécréter dans la circulation sanguine cette testostérone qui pourra avoir à la fois un effet sur la stimulation de la spermatogénèse au niveau des tubules séminifères qui sont à proximité, mais aussi des effets beaucoup plus généralisés, à savoir la mise en place et le maintien des caractères sexuels secondaires masculins, la musculature développée, la voix plus grave, la pilosité plus développée que chez la femme. Au sujet de la fonction endocrine des ovaires, nous allons décomposer cette activité en deux phases principales, la phase folliculaire du jour 1 au jour 14, durant laquelle les follicules ovariens de l'ovaire se développent, produisant en parallèle avec la multiplication des cellules de la granulosa et de la thèque interne, une molécule hormonale, le stradiol. Le stradiol voit un pic de relargage dans le sang 24 à 36 heures avant l'ovulation. Durant la phase lutéale, c'est-à-dire la phase du corps jaune, les cellules qui se sont réarrangées dans le follicule ovarien, les cellules lutéales, produisent principalement la progestérone, dans une moindre mesure le stradiol. La chute du taux de progestérone produira comme effet une élimination de la muqueuse utérine, donc l'apparition des règles et d'un nouveau cycle féminin. Tout au long du cycle, œstradiol et progestérone, qui est le paramètre réglé par le fonctionnement des effecteurs, va stimuler le développement cyclique de l'endomètre. On aura dans un premier temps une phase proliférative, durant laquelle la muqueuse utérine se développe, s'épaissit, et une phase sécrétoire après l'ovulation qui permettra aux glandes situées dans l'endomètre de fabriquer un mucus et du glycogène de manière à nourrir un éventuel embryon issu d'une fécondation. Alors, en amont de ces organes effecteurs, il faut s'interroger sur la manière dont est régulé leur fonctionnement. Et pour ça, il va falloir qu'on s'intéresse à deux petites structures qui sont situées à la base du cerveau. Une structure de forme plutôt triangulaire, l'hypothalamus, veut dire en dessous, thalamus du thalamus, donc c'est en effet un organe qui est situé sous le thalamus, et nous avons une petite glande qui est en deux parties qui s'appelle l'hypophyse. Ce sont ces deux structures sur lesquelles on va se concentrer dans la suite de ce cours. Alors, si on grossit la zone en question, on retrouve ici notre hypothalamus et notre hypophyse qui est en deux parties, l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure. Nous nous concentrerons sur l'hypophyse antérieure, aussi qualifiée d'antéhypophyse. Vous voyez que ces deux organes sont mis en relation par un système sanguin, développant des capillaires qui ne passent pas par l'organe cœur. On qualifie ce système de système porte au niveau de la circulation sanguine. Alors, que contiennent hypothalamus et hypophyse et en quoi ces organes interviennent dans la régulation de la fonction de reproduction? L'hypothalamus contient des structures nerveuses, des cellules nerveuses qualifiés de neurones. Vous connaissez le fonctionnement de ces neurones depuis la classe de première STL. Ils sont constitués d'un corps cellulaire, d'un axone et se terminent au niveau d'une synapse, au niveau de laquelle sont libérées des molécules, les neurotransmetteurs. Ce sont des cellules nerveuses qui fonctionnent par émission de potentiels d'action qui vont parcourir l'axone des cellules nerveuses hypothalamiques, aboutissant au niveau de la synapse à la libération de neurotransmetteurs. Ici, ces neurotransmetteurs ne vont pas être
capté par un autre neurone ou une cellule musculaire, mais il va être libéré dans la circulation sanguine. De ce fait, nous qualifierons ces neurotransmetteurs de neurohormones. Vous savez que les hormones sont des molécules qui sont libérées par des cellules endocrines et agissant à distance sur des cellules cibles pour en modifier l'activité. Ces neurohormones libérées dans le système porte hypophysaire sont des molécules de GnRH. En anglais, gonado-releasing hormone, ou hormones contrôlant le relargage des gonadostimulines. Les gonadostimulines, nous allons en parler juste après. Vous voyez que ces neurohormones de GnRH vont être emmenées jusqu'à la zone de l'antéhypophyse pour venir se fixer sur des cellules endocrines sécrétrices, elles, d'hormones. Ces hormones sont la LH pour hormone lutéinisante et la FSH pour hormone folliculo-stimulante. Les termes LH et FSH sont à l'origine en anglais, d'où l'inversion des lettres de ces sigles. Donc, la GnRH a pour cellule cible les cellules de l'antéhypophyse. Ces cellules, une fois la GnRH fixée, vont s'activer pour fabriquer et libérer dans la circulation sanguine deux autres molécules, les molécules de LH et FSH, qui elles vont agir sur leurs cellules cibles. Et vous vous en doutez, ces cellules cibles, pour ce qui nous concerne, sont situées dans les organes reproducteurs, dans les gonades, et ce sont justement les cellules productrices des hormones mâles et femelles que sont testostérone et œstradiol, progestérone. Alors si on détaille le fonctionnement de cet hypothalamus et de cette hypophyse dans un schéma pour retenir l'essentiel, on peut retenir que l'hypothalamus contient des cellules nerveuses dans lesquelles vous allez avoir la synthèse de la molécule de GnRH et la libération de cette molécule au niveau de la synapse neurosanguine qui aboutit à la libération dans le système porte de la molécule de GnRH. Cette neurohormone va se fixer sur les cellules cibles de l'antéhypophyse, à FSH et à LH, et LH et FSH vont être libérés dans la circulation sanguine générale pour agir sur leurs cellules cibles à distance, les cellules cibles des gonades. Alors, si on retient l'essentiel au niveau d'un texte de conclusion, on peut dire que la régulation de l'axe gonadotrope, c'est-à-dire cette succession d'organes qui agissent les uns sur les autres, on peut dire que pour l'homme comme pour chez la femme, cette régulation fait intervenir deux types de communication. Une communication nerveuse avec les neurones hypothalamiques et une communication hormonale qui est à la fois hypothalamique, hypophysaire et gonadique. L'hypothalamus et l'hypophyse sont deux organes qui sont étroitement associés par le système porte que nous avons vu précédemment et qui sont situés à la base du cerveau. Alors, si nous poursuivons maintenant le raisonnement, il va falloir qu'on mentionne le déroulé de cet axe gonadotrope depuis l'hypothalamus jusqu'à l'organe reproducteur et notamment les cellules responsables de la fabrication de testostérone, les cellules interstitielles ou cellules de Leydig. Je récapitule. Nous avons ce complexe hypothalamo-hypophysaire qui associe l'hypothalamus et l'hypophyse, qui peut être qualifié de centre intégrateur. En effet, ces neurones hypothalamiques sont en relation avec les autres zones du cerveau qui captent les signaux de l'environnement, mais aussi les signaux intérieurs de l'organisme. Ils vont gérer la libération de GnRH dans le système porte et donc la stimulation des cellules hypophysaires qui découlent sur la fabrication de FSH et de LH. Chez l'homme, la FSH va stimuler l'activité des cellules de Sertoli, qui sont les cellules nourricières des cellules de la lignée germinale. Autrement dit, ce sont elles qui vont stimuler la fabrication de spermatozoïdes. À l'inverse, la LH, elle, va avoir comme cellule cible les cellules de Leydig et donc
stimuler la production de testostérone. La testostéronémie, c'est-à-dire la concentration en testostérone, c'est le paramètre qui est réglé dans notre axe gonadotrope. De la même manière, chez la femme, l'hypothalamus est mis en relation avec les structures externes et internes de l'environnement et va prendre en charge ces informations pour gérer la libération de GnRH, cette neurohormone, au travers du système porte-hypophysaire. La neurohormone de GnRH va agir sur ces cellules cibles de l'antéhypophyse, AFSH et LH, conduisant à leur libération dans la circulation sanguine générale et permettant d'activer les cellules folliculaires des ovaires avec une production de stradiol et de progestérone, libérées là aussi dans la circulation sanguine. Alors il faut savoir que cette activité de l'hypothalamus et de l'hypophyse doit elle aussi être contrôlée. Et contrairement à ce que nous venons de voir, qui dans notre schéma a été représenté le long d'un axe descendant, c'est-à-dire de l'hypothalamus à l'hypophyse vers les gonades, on peut aussi constater par le biais de certaines expériences qu'il existe ce qu'on appelle des rétrocontrôles ou encore des contrôles en retour des gonades sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Prenons par exemple ici quelques expériences de castration chez des animaux de sexe masculin. On s'aperçoit, comme vous pouvez le voir ici, que l'injection dans le sang d'une dose élevée de testostérone conduit à un arrêt prolongé des pulses de GnRH. Conclusion, une concentration élevée de testostérone aurait pour tendance de freiner l'activité de l'hypothalamus. De la même manière, une castration, c'est-à-dire le fait d'enlever les testicules, donc les cellules productrices de testostérone, conduit à une augmentation de la fréquence et de l'amplitude des pulses des GnRH, comme si le frein qu'exerçait la concentration de testostérone habituellement était levé. Cette activité de l'hypothalamus est récupérée si on injecte à ces animaux castrés de la testostérone, ce qui prouve bien que dans les testicules, c'est bien cette hormone de testostérone qui va contrôler le fonctionnement de l'hypothalamus et donc par voie de conséquence le fonctionnement de l'hypophyse. On appelle ce système de frein qu'exerce la testostéronémie élevée, c'est-à-dire la concentration en testostérone sanguine élevée sur cet hypothalamus, un rétrocontrôle négatif. Rétrocontrôle négatif, c'est-à-dire qu'une dose élevée va freiner l'activité de l'organe hypothalamique. A l'inverse, quand cette testostéronémie devient faible, l'activité de l'hypothalamus est récupérée. Pour replacer tout ça dans notre schéma bilan, on s'aperçoit que contrairement au système de régulation qui était descendant et que nous avons vu dans la première partie de ce cours, de l'hypothalamus à l'hypophyse jusqu'aux gonades, ici, l'hormone sécrétée par les cellules interstitielles ou cellules de Leydig va avoir une action en retour sur l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire. Cette action en retour est qualifiée de rétrocontrôle et comme elle a tendance à freiner l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire à forte concentration, on parle de rétrocontrôle négatif. Ce rétrocontrôle négatif va, vous le comprenez, aboutir à une diminution de l'activité de l'hypothalamus, de l'hypophyse, donc une moindre sécrétion de LH et FSH et donc une moindre stimulation des cellules interstitielles, ce qui conduit à un rétablissement d'une testostéronémie à une valeur plus basse que celle qui était initialement constatée. De la même manière, chez la femme, on va retrouver ce rétrocontrôle négatif durant la majeure partie du cycle. C'est ce qui est figuré ici sur le schéma par des petits pointillés. En effet, durant la totale partie du cycle, excepté aux alentours de l'ovulation, la concentration en hormones ovariennes est relativement faible dans la circulation sanguine. Ce taux raisonnable d'hormones ovariennes va exercer un rétrocontrôle négatif sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. A l'inverse, juste avant l'ovulation, quand nous avons constaté le pic de stradiol, on s'aperçoit que le rétrocontrôle
ne devient plus négatif mais passe à un rétrocontrôle positif, c'est-à-dire qu'au lieu de freiner l'activité du complexe hypothalamo-hypophysaire, il va le booster et conduire à une décharge de GnRH qui va stimuler de manière importante la libération de LH, donc un pic de LH qui lui est à l'origine de l'ovulation. C'est ce que vous avez normalement étudié dans vos documents pour les groupes concernés. Donc, si on récapitule, rétrocontrôle négatif durant la totale partie du cycle, excepté aux alentours de l'ovulation, où le rétrocontrôle passe à un rétrocontrôle positif, déclenchant un pic de LH et donc l'ovulation chez la femme. Bilan sur la régulation de l'axe gonadotrope chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, l'axe gonadotrope masculin fait intervenir plusieurs niveaux de contrôle. Le contrôle de l'hypophyse par l'hypothalamus, le contrôle du testicule par l'hypophyse et à l'inverse, quand on remonte notre schéma, un rétrocontrôle négatif du testicule sur le complexe hypothalamo-hypophysaire. Chez la femme, la régulation de cet axe gonadotrope fait intervenir plusieurs niveaux de contrôle également, toujours un contrôle de l'hypophyse par l'hypothalamus, un contrôle de l'ovaire par l'hypophyse et un contrôle de l'utérus par l'ovaire. Le rétrocontrôle négatif ou positif de l'ovaire sur le complexe hypothalamo-hypophysaire, je vous rappelle négatif durant la totale partie du cycle, positif juste avant l'ovulation.